Sunday Night Production. Dans cet épisode exceptionnel, nous vous emmenons en immersion à Zegama grâce au soutien de Iron.fr et Normal. Nous allons explorer l'aura mythique de cette épreuve de trail tant vénérée par les coureurs du monde entier. Nous allons également découvrir les secrets de Normal, cette nouvelle marque qui tente de redéfinir le monde du trail. Puis préparez-vous à un moment fort, un entretien exclusif avec Kilian Jornet où nous allons parler en détail de son retour à la compétition, de ses ambitions pour la saison 2024, des évolutions qu'il a apportées à ses entraînements ou encore la relation qu'il entretient avec l'UTMB. Bref, un épisode à ne surtout pas manquer. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial enregistré depuis Zegama, un petit village au cœur du Pays Basque. Dans cet épisode, nous allons explorer les raisons qui font de cette course un événement mythique. Nous aurons également l'honneur de rencontrer Kilian Jornet, le GOAT du trail, qui fait son grand retour à la compétition après presque 2 ans d'absence suite à une blessure. Kilian nous a accordé un entretien exclusif et on le remercie infiniment pour ça. Mais avant ça, je vous emmène à la rencontre d'Alexis Berg, photographe emblématique de la scène trail. J'ai vu que lui aussi était présent. Je lui ai donc écrit un petit message sur Instagram pour lui proposer qu'on se retrouve et puis surtout qu'il m'en dise un peu plus sur cette course qu'il affectionne particulièrement. Il la connaît même par cœur puisque je crois que c'est la 4e ou 5e fois qu'il vient ici. J'ai rendez-vous avec lui dans à peine 3 minutes. Bref, je vous emmène avec moi. C'est parti, à tout de suite. Salut Alexis, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu étais présent à Zegama. Toi tu es photographe, tu es présent sur quasiment les plus beaux trails du monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Zegama et de sa beauté et à l'atmosphère aussi de cette course ? Zegama c'est une course qui, il y a un appel, quoi. Il y a toujours une envie de revenir ici tous les ans. Dans ce petit village perdu dans les montagnes basques. Je me faisais la réflexion quand tu arrives ici, tu vois le paysage très vert. En fait ici c'est des endroits où il pleut beaucoup. Les montagnes elles sont très vertes. Je sais pas à quoi on pourrait les comparer en France. C'est vraiment très particulier. Ça n'a rien à voir avec les Alpes. Non, ça a rien à voir. Il y a des forêts très denses. Les sommets ils sont extrêmement verts, ouverts. On a envie d'explorer un peu tout ça. Et le paradoxe, c'est que cette course, donc moi je sais pas, je pense que je l'ai photographiée 4 ou 5 fois. À chaque fois, on est tous happés par le même endroit parce que en fait Zegama, donc c'est une boucle, c'est un marathon, c'est une vraie distance marathon qui part on est juste à côté là du départ, l'église du village de Zegama. La ligne d'arrivée est ici aussi. Et en fait, il y a une sorte de procession. C'est quelque chose qui appartient à la culture populaire de cette course de Zegama et qui est aussi, c'est ça son identité. C'est tout le monde se retrouve à Sancti Spiritu qui est la montée iconique à peu près à la moitié du parcours et on y voit ces scènes un peu uniques dans ce sport de trail avec des milliers et des milliers de supporters basques qui font un couloir comme ça, un tunnel humain sur une montée assez longue. Il y a 2 passages un peu, le tout début de la montée et puis le sommet, où on a comme ça des milliers de supporters. Ça ressemble, souvent on fait des parallèles avec le cyclisme. Et en fait l'histoire de cette ferveur, elle est aussi liée, on est dans un endroit où il y a une vraie passion aussi du cyclisme. Et il y a en fait eu un transfert de la culture du public dans les virages de cyclisme qui, au début des années 2000, a découvert cet événement de trail qui s'était installé là et qui a reproduit ce qu'on voit dans les grands cols du Tour de France à l'échelle du trail. C'est vrai que cette course, elle est souvent réputée pour être celle où il y a le plus d'ambiance. Un chiffre qui est assez marquant, c'est 30 000 spectateurs. Il faut savoir qu'on est dans un tout petit village. Là, à Zegama, c'est quasiment minuscule. C'est un passé industriel, donc c'est pas vraiment une zone touristique. C'est très beau, mais c'est pas très touristique. Et sur ces 30 000 visiteurs,
tu as, je crois, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, 15 000 personnes qui vont à Sentier Spiritu, donc c'est le segment, c'est la fameuse côte. Et donc tu as 15 000 personnes qui montent, ils font 1h30 de marche, faut se rendre compte, 15 000 personnes qui font 1h30 de marche pour aller encourager les coureurs. Et les coureurs, ils ne sont pas nombreux, on parle de 500-600 coureurs, je crois, et qui viennent comme ça, qui font cet effort. C'est assez incroyable. Ouais, en fait, c'est vrai que je connais pas tous les détails de l'histoire et des racines un peu de cette course-là, mais ce que je sais, c'est que c'était une vraie volonté de ce village-là qui, comme tu le disais, avait besoin de trouver de se réanimer, de créer cet événement. C'était une manière de ramener de la lumière, de ramener de la vie à un événement. Et donc, en fait, la création de la course, elle a toujours été présentée comme ça, de manière assumée, comme on a envie de revigorer le village de Zegama. Et quasiment 20 ans après, on voit que ça a vraiment marché, parce que au-delà de ce week-end, qui est évidemment la pinacle de toute cette histoire de Zegama, en fait, quand on discute un petit peu avec la communauté locale du trail et les gens dans le village, en fait, ils racontent que maintenant il y a beaucoup plus de randonneurs, de gens qui viennent courir. C'est devenu un peu comme ce qu'on appelle en France une station de trail. En fait, il y a des gens qui viennent évidemment comme courir. Chamonix, quoi. Oui, voilà. Alors donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas allé à Zegama, là on est dans le cœur de Zegama. Ça ne ressemble pas vraiment à Chamonix, mais il y a une culture hyper forte, et il y a une fierté qui est extrêmement belle, en fait, de ces montagnes basses qui peut-être sont un peu moins en lumière que les grandes stations, les grandes régions des Pyrénées. Là, on est dans un endroit en fait qui est beaucoup moins touristique, comme tu le disais, mais voilà, il y a une âme particulière et un vrai une ferveur, un espèce de truc un peu magique aussi. C'est un peu bizarre. À la fin de Zegama, on dit tous un peu la même chose. Moi, j'ai toujours entendu ça. Alors, je vais mal le dire parce que je parle pas basque, mais Zegama es Zegama. Une manière de dire, en fait, ici, les choses sont différentes et elles sont uniques. Alors, c'est la 4e, 5e édition, je crois, où tu viens. Quel souvenir peut-être t'a marqué? Est-ce que tu gardes un souvenir particulier de cette course? Quelques anecdotes? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui viennent en tête? En fait, j'ai connu une seule édition véritable de Zegama. Et les éditions véritables, c'est celles dans lesquelles il y a des vraies conditions de Zegama. Et les vraies conditions de Zegama, évidemment, c'est un peu une blague de dire des vraies conditions, mais c'est de la pluie, c'est de la boue. Donc moi, en fait, j'ai des souvenirs très marquants de mon premier Zegama. C'était des conditions... il avait beaucoup plu pendant tout ce week-end-là, il y avait beaucoup de boue, et il y avait comme ça une espèce de une couche supplémentaire à ce mythe, les années de mauvais temps. On adore aussi ces conditions des fois qui vont être très difficiles. Il y a un espèce de truc qui transcende un petit peu même si la course de tête elle est hyper importante parce qu'il y a les meilleurs du monde, vous allez le voir en fait pendant la course, le public il reste jusqu'au bout. Ils sont là en fait pour faire la même fête avec les derniers qu'avec les premiers, et en fait les coureurs, c'est assez beau, et moi c'est un truc que j'ai toujours retenu, c'est que quiconque participe à Zegama comprend qu'il a de la chance. Parce que entre la loterie, je crois que il y a 2 ou 3% de chance. 15 000 je crois inscrits pour à peine 250 places, parce qu'il y a des places qui sont réservées aux anciens, aux élites. Donc pour le grand public, il y a à peine 250 places. Voilà. Donc c'est vrai que quand tu as la chance d'avoir un dossard ici, c'est miraculeux, quoi. Et en fait ça, on le voit. C'est-à-dire que tu le vois en fait pendant si tu es à Sentier Spiritu et tu passes 1 heure, 1 heure et demie là-bas, et tu vois à peu près tout le peloton passer. En fait tu le vois dans le regard et dans les échanges de chacun des participants. En fait, personne est, comme on dit un peu des fois sur des courses sur route, un peu dans sa zone. Tu vois, personne regarde par terre. En fait, les gens, ils regardent le public, ils échangent avec eux. Et des fois, ils s'arrêtent. Et en fait, il y a comme ça un espèce de communion
C'est un mot des fois un peu galvaudé qu'on utilise un peu dans les événements sportifs, mais là vraiment c'est ça qu'on voit pendant cette montée-là. Tu peux être un amateur et finalement tu vas vivre les émotions d'un grand coureur cycliste de l'Alpe d'Huez qui va fendre comme ça la foule. Et c'est vrai que pour un coureur amateur c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc on imagine que voilà, c'est quelque chose d'hors norme. Alors c'est un virage Thibaut Pinot tous les ans. C'est ça. Donc on peut vivre ça, j'imagine que ça doit être assez exceptionnel. Alors Zegama, c'est aussi Kilian Jornet. Kilian Jornet, c'est 11 participations, 10 victoires. Ici, il est ici chez lui. Quand il vient, c'est un événement à part entière. Tout le monde veut le voir gagner. Quel lien, à ton avis, toi, comment tu perçois ça, cette popularité de Kilian Jornet et Zegama? Comment tu l'expliques et comment tu le ressens? Je pense que on peut assez facilement dire que même si les ingrédients de culture, de supporterisme, de course cycliste étaient préexistants ici, etc., l'ampleur populaire prise par cette course, prise par cet événement, doit beaucoup au fait que depuis 15 ans, Kilian a décidé chaque année où il avait décidé de faire une saison de running et où il n'avait pas des projets d'alpinisme, chaque année il vient ici. Avec Sierzinal et c'est enfin vraiment voilà la course qu'il va cocher en premier dans son calendrier, dans sa saison de trail, c'est Zegama et en fait je pense que il y a une réciprocité en fait entre à la fois lui, sa passion pour cette course et évidemment ce que cette course-là et le public lui rend. Il a sans lui probablement que l'ampleur du haut niveau et le fait que chaque année ici les meilleurs viennent, peut-être que ça serait différent. Il a emporté en fait dans son sillage une partie de l'identité de cette course, que une des parties quand même de l'identité de cette course, c'est l'incroyable densité et le niveau de cet événement. Parce qu'en fait, la même chose pourrait exister et être une très belle course populaire avec une culture, etc. Mais en fait, il y a un autre truc qu'il faut dire, c'est que tous les ans, ici, il y a vraiment le gratin international et je pense que pour ça aussi, il a une part de responsabilité. Bon écoute, ça m'a donné énormément envie de vivre cette course de l'intérieur parce que moi je ne l'ai jamais faite et c'était l'un de mes rêves aussi de venir assister à cette course, donc je suis vraiment très très content de pouvoir y être. Et puis toi on va te trouver où, j'imagine, sur le sentier Spiritu? Oui, du coup évidemment Sentier Spiritu, c'est un peu le paradoxe, je crois que c'est le seul tronçon de la course que je connais avec le départ et l'arrivée. Et puis aussi avec la troisième mi-temps, parce que ça c'est quand même quelque chose, on est obligé d'en parler quand on parle de Zegama. C'est un village, c'est aussi la course elle est assez courte. Kilian il court maintenant en 3h30, mais ça se prolonge. Le soir même, il y a une ambiance incroyable et donc en fait ça fait aussi partie de l'expérience Zegama, c'est de rester là tout le dimanche après-midi, tout le dimanche soir, de voir tous les champions rester dans les rues, partager un peu aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une telle ferveur, c'est que en fait je pense que tout le monde joue un peu le jeu. C'est festif, ouais. Voilà. Merci beaucoup Alexis, je te retiens pas plus longtemps et puis je te dis à demain alors pour la course. Allez, rendez-vous à Sentier Spiritu. Bon, c'était très cool de voir Alexis ici à Zegama. Il n'y a pas énormément de Français, je m'attendais à en voir un petit peu plus parce qu'on sait que les Français sont très friands de trail et affectionnent particulièrement cette course. Là, ce que je vous propose, c'est, moi je vais aller faire un petit tour à ma chambre d'hôtel, histoire de me rafraîchir un petit peu, de me reposer aussi, parce que le voyage a été quand même assez long. Ce soir, j'ai rendez-vous avec Romuald de la team Normal. J'ai pas mal de questions à lui poser, parce que voilà, c'est une nouvelle marque qui fait de plus en plus sensation. Je sais que Kilian Jornet est notamment à l'origine de cette marque, mais je ne sais pas forcément quel rôle il a, quelles sont leurs ambitions, comment est-ce qu'il compte se distinguer sur le trail, un marché où il y a quand même énormément d'acteurs et la concurrence elle est rude. Bref, on va aller découvrir un peu les coulisses de cette nouvelle marque. On se retrouve tout à l'heure avec Romuald. À tout de suite. Les amis, je me trouve actuellement à Beasain. C'est une petite ville à une dizaine de minutes de Zegama. C'est là où il y a le camp de base de la team Normal. Et je profite de
de ce petit instant de marche pour vous remercier puisque on vient de fêter les 10 millions de téléchargements et c'est assez incroyable. Voilà, je vous avoue que quand on a créé le podcast il y a presque 5 ans, je me souviens, il y avait un podcast qui était très célèbre qui s'appelait Nouvelles Écoles qui fêtait ses 1 million de téléchargements et je me souviens très bien qu'à l'époque j'avais trouvé que c'était complètement dingue 1 million de téléchargements pour un podcast et je me disais si un jour on arrive avec Dans la tête d'un coureur à faire aussi bien, ce serait incroyable. Et vous voilà, on a fait 10 fois plus et franchement on voulait vraiment vous remercier parce que c'est grâce à vous si aujourd'hui on peut être à Zegama, rencontrer Kilian Jornet, suivre les plus beaux événements sportifs à travers le monde et vous faire vivre aussi toute cette ferveur. Donc merci infiniment d'être de plus en plus nombreux, toujours aussi fidèles. Et voilà, c'est du fond du cœur vraiment que je vous remercie. Écoutez, j'arrive bientôt à destination. Je vois qu'au loin, il y a des drapeaux normaux. Donc je pense que c'est ici qu'a lieu leur événement. On se retrouve à l'intérieur avec Romuald. Je vous dis à tout de suite. Salut Romuald, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de ton temps. En plus là, vous êtes en séminaire, donc j'imagine que le temps est assez précieux. Alors toi, tu es directeur des ventes pour l'Europe de la marque Normal. C'est vrai que Normal, c'est une marque qui fait de plus en plus parler d'elle. Pour beaucoup de gens, Normal, c'est la marque de Kilian Jornet. Est-ce que c'est juste de définir Normal comme ça ? Alors, c'est juste oui, parce que c'est la marque de Kilian et c'est Kilian qui a voulu créer ce projet-là et ce projet de marque. Mais ce n'est pas seulement Kilian Jornet. La marque Normal, c'est aujourd'hui 20 personnes et c'est aussi le groupe Camper qui nous aide à développer le produit. Mais effectivement, Kilian représente la marque en tant que coureur, mais aussi en travaillant avec nous dans tous les jours. Alors, quel est le coureur type de Normal ? Qui achète aujourd'hui une paire ou s'habille chez Normal ? Vous êtes spécialisé trail running, pas de course sur route encore. Quel est le profil ? Quel est votre un peu client type ? C'est fait pour qui Normal ? C'est une bonne question. C'est fait pour d'abord tout le monde, mais c'est vrai qu'on est plutôt orienté trail aujourd'hui. On ne va pas sur la route et on n'ira pas sur la route. Donc on est pas du tout, même dans les années à venir, parce que c'est quand même le plus gros du marché aujourd'hui, la route. On s'est posé la question, on s'est dit qu'est-ce qui définit le plus Normal et quelles sont nos valeurs, quel est notre ADN. Notre ADN, c'est aussi Kilian et Kilian, c'est la montagne, Kilian, c'est l'outdoor. Kilian, c'est 29 minutes sur 10 km sur route aussi, il peut très bien… Mais aujourd'hui, un trailer, c'est un sportif polyvalent, effectivement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre développement, nos produits sont côté montagne. Donc on s'adresse aux trailers, mais on s'adresse aussi aux gens qui veulent passer du temps dehors. Et passer du temps dehors, c'est pas juste courir, c'est marcher, c'est faire de la randonnée, ça peut être en famille aussi. Mais nos produits sont tournés vers la montagne. C'est intéressant parce que tu sais qu'aujourd'hui, les coureurs, et surtout les jeunes, ne se définissent plus vraiment en tant que trailer ou coureur sur route ou marathonien. Ils aiment bien toucher un petit peu à tout. Et on voit des ultra-trailers qui n'hésitent pas à courir maintenant, même sur route, l'hiver par exemple, pour faire un peu de vitesse et de caisse. Et donc peut-être c'est un segment que vous allez louper, mais vous êtes à l'aise avec ça. On est à l'aise avec ça parce que c'est notre ADN et ça ne nous irait pas d'aller vers autre chose. C'est pas parce qu'il y a forcément quelque chose à aller voir, visiter, parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on veut aller là. Nous, notre ADN, c'est être dehors. Et être dehors, ça peut être parfois en ville. Le trail, c'est pas uniquement en montagne, mais en tout cas, nos produits sont tournés pour passer du temps sur l'extérieur en général. D'accord, hyper intéressant. Alors, du coup, c'est vrai que sur le trail aujourd'hui, c'est un secteur qui est très concurrentiel. Vous êtes pas mal positionné avec… on va dire une conscience environnementale, en tout cas avec une envie de faire différemment. Concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que c'est vraiment possible de faire une chaussure respectueuse et vertueuse de l'environnement dans un contexte où on sait très bien que c'est compliqué de se passer de la Chine dans les moyens de production ? Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre produit dure le plus longtemps possible. Parce que pour nous, la sustainabilité, c'est la durabilité. Si on produit un produit qui ne dure pas longtemps, ça n'a aucun sens. Donc on veut d'abord que nos produits durent le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on a monté des études sur un de nos produits qui nous amène à plus de 1000 km en trail sur la même chaussure. Donc déjà, quand on a ça, on est content. Et ensuite, c'est le développement de nos produits aussi. C'est-à-dire que nos produits sont conçus pour, à la fin, être aussi désassemblés pour pouvoir être ou réparés ou réutilisés pour autre chose. Donc ça, c'est la philosophie de la marque et c'est ce qu'on veut développer à la fois sur le footwear, mais aussi sur l'appareil. Donc des chaussures qui durent, des chaussures qui sont résistantes, des chaussures aussi qui sont réparables. J'ai cru comprendre que vous allez aussi développer ça. C'est un peu comme l'informatique ou l'électroménager. On vient réparer plutôt que jeter. Oui, exactement, c'est ça. En fait, on se rend compte, c'est un peu comme dans ta voiture finalement. Elle continue à rouler. Pourquoi en acheter une autre ? Tu dois pouvoir changer des choses. Nous, sur notre chaussure, on se dit, la chaussure a un aspect qui fonctionne toujours. On a peut-être besoin de changer juste la semelle extérieure parce qu'elle s'est abîmée à force de courir plus de 3 000 km dans les montagnes. Ok, changeons juste la semelle extérieure. Donc oui, on a un programme de réparabilité, comme on dit aujourd'hui, qui se met en place sur les chaussures normales et peut-être par la suite sur d'autres projets qui viendront.
C'est vrai que le monde de la chaussure, c'est un monde qui est, je le disais tout à l'heure, extrêmement concurrentiel. Il y a les acteurs historiques qui se défendent, qui gardent leur position. Tu as aussi plein de nouveaux acteurs à l'image de Normal, mais tu as aussi Hoka, tu as aussi On Running qui viennent un peu essayer de prendre des parts de marché et sont très offensifs. Beaucoup aussi revendiquent de plus en plus, c'est un peu la tendance, ce côté un peu responsable. Comment est-ce que vous arrivez à vous différencier de cette guerre un peu entre tous ces équipementiers? Ouais, nous l'avantage, c'est entre guillemets, c'est qu'on est né de ça. On est né d'un projet qui était de dire comment impacter positivement la planète. On a besoin de chaussures parce que nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas être pieds nus tout le temps à longueur de temps, mais on veut pouvoir impacter positivement la planète. Donc on est né de ça. On n'a pas besoin de s'acheter une image des gens qui voudraient profiter de cette tendance, etc., écologique aujourd'hui. On est né de ça, donc nous c'est facile, c'est crédible. C'est natif. C'est vrai, c'est natif. C'est pas transformé. Ensuite, c'est la volonté de développement des produits qui sont là-dessus. Tout ce qu'on veut faire, il faut que ça soit simplicité, il faut qu'il y ait un sens, mais aussi que ça puisse se réparer pour qu'on puisse durer le plus longtemps possible sur la chaussure. Et l'accessibilité, parce que c'est vrai que les chaussures coûtent de plus en plus cher. Moi, je suis coureur, tu es aussi coureur, tu dois t'en rendre compte. Aujourd'hui, ça devient compliqué de trouver des bonnes chaussures à moins de 120, 130 euros. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Parce que une marque éthique, c'est aussi une marque accessible à tout le monde. On s'est voulu accessible, c'est pour ça qu'on a une gamme de prix qui reste abordable pour le consommateur final. Par contre, comme on sait que nos chaussures durent plus longtemps, finalement, si on devait s'amuser à faire un calcul combien te coûte la chaussure par kilomètre, on est très à l'aise avec ça puisque notre chaussure est censée durer un peu plus longtemps peut-être que les autres. Ah, donc c'est comme ça que vous voyez les choses, vous, c'est le coût par kilomètre. On peut se dire que si notre chaussure a une durée de vie qui va jusqu'à 1200 km par exemple, alors le coût du produit finalement est rentabilisé pour tout le monde et ce n'est pas un problème. Et en termes de gamme, on sait qu'aujourd'hui, les équipementiers n'hésitent pas à sortir des gammes un peu quasiment tous les trimestres avec des nouveautés aussi sur le textile. Et c'est vrai que les coureurs sont assez friands de nouvelles coloris, de nouveaux modèles. Il y a un côté un peu geek, surtout dans le trail, c'est de plus en plus comme ça, un peu comme dans le triathlon. C'est vrai que c'est des mondes qui commencent un peu à se rapprocher, où on veut un peu le dernier gadget à la mode. Comment est-ce que vous vous positionnez? Parce que j'ai l'impression, c'est ma perception, que vous n'êtes pas un peu dans cette course à l'armement. Non, effectivement, c'est pas du tout ce qu'on veut. On ne veut pas arriver avec un nouveau modèle tous les 3 mois. On ne veut pas inciter à consommer pour consommer. Ce n'est pas du tout la philosophie de la marque. On vient de naître, donc oui, on a beaucoup de nouveautés parce qu'on vient de naître. Mais en revanche, l'idée, c'est d'avoir un lancement de produits par an, pas plus. Et aujourd'hui, on a du footwear. Et c'est très simple. Notre gamme est très simple, elle est très courte. Et on a aussi de l'appareil et des accessoires, etc. Mais on ne va pas arriver dans cette guerre, je lance sans arrêt un produit pour prendre de la place de la communication, etc. Ce n'est pas du tout notre philosophie. Effectivement, et c'est vrai qu'on voit que les couleurs, tout est pensé pour la durabilité, l'identité visuelle de la marque aussi. On voit qu'elle est assez intemporelle, qu'elle est faite pour durer dans le temps. Et ça, j'imagine que c'est une vraie force. Ouais, c'est une vraie force, mais alors tu sais, si tu veux, je vais t'amener voir Thomas, qui lui en fait s'occupe vraiment du développement des produits, et lui il va pouvoir t'expliquer encore mieux que moi. Moi je m'occupe des ventes, mais Thomas tu vas voir, il sait vraiment de quoi il parle en termes de produits. Ok, bah vas-y, on va le voir. Si tu veux me présenter, chercher. moi je suis ok pour parler avec Thomas, c'est toujours intéressant. Salut, ça va? Ouais, je me souviens à Chamonix. Tom, t'as 30 secondes pour nous parler un petit peu de produits? Toujours pour le produit. Ok, super. Donc toi en fait tu réalises, tu es un peu le maître d'œuvre de la chaussure, c'est ça? L'architecte, on peut dire ça comme ça. Voilà, on choisit donc notre équipe, on choisit les matières, on choisit toute la partie technique, les midsoles, le stack, les outsoles. On s'occupe du testing et on suit jusqu'à la prod. Et il y a aussi cette tendance un peu à ce que de plus en plus les chaussures se ressemblent. C'est vrai que dès qu'il y a un design qui marche bien, on a l'impression que c'est un peu comme dans l'automobile. Toutes les voitures se ressemblent, on peut faire la même réflexion sur la chaussure. Est-ce que vous êtes vigilant à ça, vous, Normal, de rester un peu différenciant quand même? Absolument. Donc le design, c'est une partie très importante pour nous. C'est une collaboration entre Camper et Kilian Jornet. C'est vrai que Camper, c'est une entreprise qui a beaucoup d'expérience en chaussures, mais qui vient du design, du monde fashion. Donc c'est une alliance entre Camper, donc toute l'esthétique, qui pour nous, c'est très important. Donc sur le Tommy, on voit bien le design de l'I-Stay. Donc c'est quelque chose qui est facile à reconnaître. On veut que les chaussures normales soient faciles à reconnaître. Alors, le coureur est aussi exigeant. On veut des chaussures durables, mais on veut des chaussures performantes. On veut des chaussures confortables, mais on veut des chaussures aussi dynamiques. On veut des chaussures légères. On veut des chaussures accessibles. Comment est-ce qu'on fait justement pour trouver un consensus au milieu de tout ça? À toi, c'est un peu ton cœur de métier. Comment tu arrives à répondre un peu à ce cahier des charges qui fait plus de concessions? Des mois de travail. Donc, le développement d'une chaussure de trail ou de running en général, donc nous, ça nous a pris, on peut dire, plus d'1 an. Okay, donc on part du design
Et c'est vrai qu'en partant du design, il faut trouver un compromis entre la performance. Une fois qu'on a fait des testings de 1000-1200 km, ben forcément il y a des parties esthétiques qu'on est obligé de supprimer ou alors de changer. Donc pour moi, c'est une histoire de trouver la balance, garder tout le monde content, donc l'équipe design, l'équipe technique et aussi la production avec l'usine. D'accord ? Super, bon merci beaucoup, je vais pas tourner plus longtemps, je vois que tu es attendu là. Merci. Alors attends Guillaume, si tu veux, regarde, je vois qu'il est dispo. Il y a Régis qui est notre directeur artistique. Il va pouvoir te parler justement de tout le design jusqu'au logo normal. Tu verras, c'est super intéressant. Comme ça je verrai tout le monde. Allez, vas-y, on y va, c'est présente-le-moi. parti. Régis, t'as 5 minutes ? Oui. Je vais te présenter Guillaume dans la tête. Salut Guillaume, enchanté. Enchanté Guillaume. On était en train de parler justement de normal et on était en train de parler de design. Alors je me disais que c'était quand même mieux placé que moi pour en parler. Donc si tu peux nous expliquer un petit peu de normal et si tu as Super, merci beaucoup Régis de m'accorder un petit peu de ton temps. Alors toi, tu es directeur artistique pour la marque Normal. Concrètement, c'est quoi ton rôle ? À quoi sert un directeur artistique ? Non, moi je m'occupe de tout ce qui est l'image de la marque. D'accord. Donc c'est tout ce qui est les films, c'est tout ce qui est l'image en général, c'est comment on peut inventer un nouveau langage pour les outdoor avec Normal. Alors justement, c'est quoi un beau logo pour toi ? Qu'est-ce que tu as voulu faire avec cette typo ? Il y a de plus en plus de logos aujourd'hui, c'est juste une typo, un peu comme les marques de luxe. Est-ce que ça se positionne comme une marque de luxe, Normal ? Alors ça ne se positionne pas du tout comme une marque de luxe. Par contre, il y a une histoire derrière ce logo. Moi je suis graphiste à la base, graphiste suisse, et cette typographie c'est une Freefonk, c'est une typographie qui est accessible. Et en gros ce logo, il est fait de lettres, c'est des designers suisses qui l'ont fait. C'est la manière la plus directe de dessiner une lettre. Si tu regardes le S qui n'est pas là, c'est comme un calumet vertical quand tu montes au haut d'une montagne. Et donc ce logo, chaque lettre c'est l'essence d'une lettre. D'accord. Ça représente qui nous sommes. C'est intéressant de savoir tout est pensé, tout est réfléchi, tout est imaginé, tout a une définition. Et normal, justement. Normal, ça vient de quoi ? Est-ce que c'est la normalité ? J'imagine que c'est aussi un nom qui résonne dans les oreilles, peu importe qu'on soit chinois, anglais ou japonais. Il y a aussi ce côté international qui doit être intéressant. Déjà normal, si on le regarde de plus proche, c'est un double N. C'est pas juste normal, c'est avec deux N. Et ce normal, ça vient des racines de la marque qui est aussi Comper, cette idée de non-normalité. Comper a toujours été non-normal dans leur approche et Kilian dans le sport a toujours été non-normal. Il a toujours été un trailblazer à changer les codes, à aller de l'avant. Et c'est ce qu'on retrouve dans notre double N. Et normal, c'est un mot qui se dit dans toutes les langues et qui est compliqué à enregistrer. Donc le double N, ça nous a permis de le faire. Est-ce que vous allez faire aussi un peu des coprods avec certains designers, avec peut-être des personnalités, pas seulement issues du monde du sport, mais peut-être de la musique, de l'art ? On sait que ça se fait beaucoup chez d'autres marques, peut-être pas encore chez Normal. Est-ce que c'est dans les cartons ? Le principe de la collaboration, et je le connais très bien pour avoir travaillé avec des gens comme Moncler, c'est de trouver le bon partenaire. Et nous, on ne va pas chercher quelqu'un qui fait des chaussures. Autre chose qui nous intéresse, c'est de pouvoir collaborer avec d'autres gens qui ont la même vision que nous et qui on peut faire des choses ensemble. Donc la musique nous intéresse, le son parce que c'est lié à la nature. Il y a plein d'artistes, il y a plein d'activistes qui nous intéressent et qui on aimerait développer des choses. Bon c'était hyper intéressant. Merci beaucoup Régis d'avoir partagé ta passion avec nous. Et puis je vais suivre de très près. Et puis quand je regarderai le logo Normal, maintenant je saurai la définition derrière. Et ça c'est toujours agréable d'en savoir un peu plus sur les choses. Merci à très beaucoup. bientôt. À bientôt. Alors je viens de rentrer à mon hôtel, il est pas trop tard, donc ce que je vais faire c'est que je vais en profiter pour aller me coucher parce que j'ai envie d'être le plus en forme possible pour demain, pour le suivi de course. Ça va être une course exceptionnelle, c'est très dur de savoir qui va l'emporter parce que bien sûr Kilian Jornet est le grand favori, mais face à lui il va avoir de l'adversité, il peut avoir plein de surprises. On se retrouve dès demain matin sur la ligne de départ, je vous dis à tout de suite. Ça y est, la course vient de se terminer. Désolé, j'ai un peu la voix cassée parce que j'ai beaucoup encouragé les coureurs. Et c'est Kilian Jornet qui s'est imposé pour la 11e fois de sa carrière sur l'emblématique épreuve basque. Il a bouclé les 42 km 195 en 3h38. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a beaucoup de marathoniens qui rêveraient de faire 3h38 sur un marathon plat, roulant. Et lui, il fait ça avec 2800 mètres de dénivelé positif, des parcours ultra techniques. Bref, c'est complètement
complètement incroyable. Clairement, aujourd'hui, il était imbattable, hein. Tous ceux qui ont essayé de le suivre se sont cassés les pattes. Il était imbattable. Chez les filles, c'est la Norvégienne Sylvia Nokstar qui réalise sa toute première victoire, hein, sur une étape de la Golden Trail Series. Ça fait plaisir. Juste derrière elle, on va retrouver l'Espagnol Melen Ossa Osma. Dans quelques minutes, je vais retrouver Kilian Jornet. Actuellement, il est au contrôle antidopage. J'ai hâte de lui poser toutes mes questions. Ça sera bâton rompu. Je ne vais pas me priver. On va vraiment aborder plein de sujets. Donc, on se retrouve dans quelques instants avec Kilian pour cet échange exclusif. Je vous dis à tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir Kilian Jornet, grand vainqueur de la Zegama en 3h38. Il a dominé de bout en bout ce marathon basque, ne faisant qu'accentuer son avance kilomètre après kilomètre, laissant ses adversaires loin dans son sillage. Salut Kilian, félicitations pour cette victoire. Comment est-ce que ça va après ton petit tour dans les montagnes pyrénéennes ? Merci beaucoup. Zegama, c'est une course incroyable. Il y a, au-delà de la compétition, de la performance qu'on peut faire les coureurs, c'est surtout l'ambiance qu'il y a, tous les spectateurs, tout le village qui est dans la montagne pour nous encourager. Et aujourd'hui, c'était une grande fête. J'ai profité du premier kilomètre avec... pas beaucoup avec les autres coureurs parce que depuis le départ, on est parti vite et on était déjà un peu séparés, mais le public aujourd'hui, c'était extraordinaire. Tu avais prévu de... Alors, pour donner un peu de contexte, tu es parti pleine balle, tu as pris la tête tout de suite de la course, tu n'as fait que accentuer ton avance. Tous ceux qui ont essayé de te suivre, finalement, ils ont explosé. Tu avais prévu de partir très fort comme ça ? Oui, c'était un peu prévu. J'avais fait des bons entraînements, je savais les sensations que j'avais l'entraînement et c'était un peu l'idée. J'ai pensé, et on a vu ça aussi, que Elusine, Kevin et Robert, ils allaient partir vite. Je ne savais pas si on allait courir ensemble ou non, mais en fait, c'était un peu ça. Mais après la fin de course, je ne savais pas à quelle distance ils étaient parce qu'il y avait du brouillard, donc on ne voyait pas qu'on était dans le sommet. Et après, on est dans la forêt, donc on ne sait presque pas 8-9 minutes d'avance. Moi, j'ai pensé que c'était 1 minute derrière. Donc non, c'était loin derrière, c'était très loin. J'ai dit, bon, il faut pas se relâcher beaucoup, mais finalement, j'aurais pu. Ouais. Tu aurais pu prendre une douche à l'arrivée avant que le deuxième profiter arrive. un peu plus avec tout le monde. Ouais. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en 2022, après ton impressionnante victoire à l'UTMB. Je sais que 2023, ça a été un petit peu plus compliqué pour toi à cause d'une blessure. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens aujourd'hui, aussi bien physiquement que mentalement ? Est-ce que tu es à 100% de tes moyens ? Oui, en fait, 2023, c'était une année bizarre, je dirais, parce que j'avais fait un bon bloc d'entraînement en hiver, puis une belle expédition en Himalaya, mais après, en fait, j'avais cassé une côte. Donc je pense qu'après j'ai repris un peu trop vite, je me suis blessé et finalement c'est une année quand même que je garde. J'ai fait 3 des plus beaux projets de ma vie en fait. Le fait de ne pas pouvoir faire des compétitions, ça m'a permis déjà l'expé que j'avais fait à Lorraine à la phase ouest, c'était la plus belle expé que j'ai fait, même si j'ai pas fait le sommet, c'était juste incroyable d'aller sur cette voie. Puis après, j'avais fait un ski, une traversée en Norvège j'avais tenté depuis 7 ans et finalement, ça s'est fait. Et après, la traversée dans les Pyrénées, c'était le truc, je pense, le plus fou que j'ai fait de ma vie. Donc finalement, c'était une année où je n'ai pas pu faire des compètes, mais qui m'a permis de faire des projets qui m'ont amené au-delà de mes capacités. Et après, cette année, franchement, j'ai fait un super bon bloc l'hiver. Très constant. Depuis le mois d'octobre, j'ai pas eu des mauvaises semaines. J'ai pu faire du bon entraînement tel que j'ai voulu. Donc là, ton équipe, excuse-moi, je te coupe, ton équipe nous a dit Kilian, il n'a jamais été aussi fort. Il n'a jamais passé des aussi grosses sessions d'entraînement. Alors, bon, moi, quand j'entends ça, je suis un peu habitué. Je sais aussi que des fois, il y a un peu de l'intox. Est-ce que tu te sens vraiment si fort que ça ? Aujourd'hui, j'ai l'impression, avec ce que tu as montré, que c'est le cas. Oui, je sens bien. En fait, les circuits d'entraînement où je m'entraîne souvent chez moi, des montées, j'ai fait plus de 200 fois. Les meilleurs temps, je les ai faits la semaine dernière.
Donc, ça veut dire que ouais, c'est des montées que j'ai fait souvent et voir que les dernières semaines, j'ai amélioré mon temps. Ça veut dire que j'ai eu la consistance dans l'entraînement et puis, je pense, une belle préparation. Donc, je pense que au fur et à mesure, j'arrive à trouver affiner l'entraînement pour améliorer un peu. Bon, bah ça fait plaisir, ça veut dire qu'à 36 ans, on peut encore progresser et encore être meilleur. Alors, il y a quelques mois, tu as annoncé ton programme pour ta saison 2024 avec cette participation à Segama et aussi en août prochain à Sierzinal. Donc des trails courts, pas d'ultra trail à l'horizon. Est-ce que tu te considères toujours aujourd'hui comme un ultra trailer où tu penses avoir suffisamment de qualité pour être à l'aise et performant sur toutes les distances? Parce qu'aujourd'hui, tu as battu quasiment les meilleurs. Il en manquait quelques-uns, mais tu les retrouveras à Sierzinal. Mais tu as battu quasiment les meilleurs sur le circuit court. Comment tu te définis? Je suis quelqu'un qui aime la montagne et j'aime aller vite. Et après, ça peut être la courte distance, ça peut être un ultra, ça peut être un projet à montagne, n'importe. Mais c'est là où on sent bien, c'est en montagne. Et après, ouais, j'aime un peu tout. Cette année, en compétition, je vais trouver surtout dans la courte distance parce que j'ai pensé un peu plus compétitif. L'entraînement, c'est un peu plus intéressant. Et après, pour la longue distance, je vais le laisser dans les projets parce que ça me permet aussi d'aller chercher des choses qu'en compétition, ce n'est pas possible. Alors justement, en parlant de tes points forts et tes qualités techniques, qu'est-ce qui te donne le plus confiance en toi aujourd'hui? Parce que tu es très, très rapide, tu es technique, tu es fort en descente, tu es fort en montée. Et au contraire, est-ce que tu penses que tu as encore des axes d'amélioration dans les années à venir? Bon, j'ai des axes d'amélioration, on en a toujours, mais je vois aussi mes limites. Je vois aussi les choses que je ne peux pas améliorer, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, je sais aussi où je suis fort et je peux travailler ça, je peux trouver la stratégie de course à partir de ça. Où est-ce que tu penses que tu es fort, justement? Là où vraiment tu sais que tu es meilleur que les autres? Bon, pas meilleur que les autres, mais je pense que je suis fort à ce qu'on appelle durabilité. Donc, ça veut dire que être capable de faire un effort à la même intensité au début de course, à fin de course, on dirait. Sans perdition, en fait. Sans perdition, donc, ouais. Une bonne résistance musculaire, hein, ça se joue souvent là. C'est plutôt métabolique. Il y a aussi le côté musculaire, mais c'est une bonne économie de course. Il y a plein de choses là-dedans. Donc, la durabilité, mais aussi, je suis quelqu'un qui a au niveau métabolique une bonne flexibilité, donc je suis capable de basculer entre les différents pathways, mais aussi tous les efforts autour de Bedomax, c'est des efforts que j'aime trop bien. Mes points faibles, en fait, ouais, je dirais, je ne suis pas explosif, donc tout ce qui est explosivité, c'est pas mon point fort. Au niveau musculaire, j'ai pas une grande qualité musculaire, je dirais, au niveau de fibres rapides. Et après, suite à la blessure de 2006, j'ai une grosse différence entre la jambe droite et gauche. Donc ça me donne quelques problèmes que j'arrive à gérer. Ouais, j'imagine. Ouais. Parlons un peu d'entraînement parce que ce qui est top avec toi, c'est que tu partages toutes tes séances sur Strava et j'ai fouiné un petit peu et j'ai remarqué que tu avais une approche quand même très personnelle de l'affûtage et de la gestion de la charge d'entraînement. En effet, tu sembles maintenir une charge d'entraînement assez élevée jusqu'à peu de temps avant tes courses. Alors par exemple, pour donner un peu de contexte, 3 semaines avant Segama, tu as fait beaucoup parler en simulant un peu le parcours avec une séance de 42 km, 2000 mètres de dénivelé positif que tu as bouclé en 2h57. La semaine suivante, tu as accumulé 202 km, 20 heures d'entraînement quand même, 9000 mètres de D+, 2 semaines avant l'épreuve, donc 2 semaines avant aujourd'hui, tu as maintenu un gros volume, 182 km, 24 heures d'entraînement et tu as même augmenté encore le dénivelé, 11 000 mètres de D+. Et cette semaine, alors là, tu es passé en mode éco, grosse réduction drastique, 65%, pas de progression, tu y allais direct, tu as coupé un peu le volume d'entraînement avec seulement des petits easy runs et 63 km cette semaine avant la course. Est-ce que tu peux nous expliquer cette stratégie derrière ces choix de conserver quand même un gros volume d'entraînement même avant une épreuve? Oui, pour moi, c'est l'entraînement. Il faut penser que c'est très individuel déjà. Il ne faut pas essayer de copier parce que ça dépend de la personne, des différentes adaptations qu'il peut avoir. Mais pour moi, je sais que ce qui marche, c'est des gros volumes. C'est là où je me sens bien. Si je travaille trop d'intensité,
j'ai pris la forme très rapidement, mais après, j'ai le risque de me blesser. Donc, en fait, j'ai fait un gros bloc de quelques mois, un gros volume en hiver de 30-35 heures. Puis, quand j'ai commencé le travail spécifique, c'est juste 6-7 semaines avant la course. Et là, j'ai fait 2-3 séances un peu intenses la semaine, mais je maintiens quand même un peu moins de volume, donc entre 20 et 25 heures. Donc j'ai réduit un peu le volume, mais ouais, c'est ça qui marche bien pour moi et je vois que j'améliore. Et comment tu gères la récupération après des semaines aussi intenses? Est-ce que tu as des techniques, des routines qui sont assez efficaces pour bien récupérer et surtout assimiler? Parce qu'il y a aussi l'assimilation qui est importante. Déjà, c'est la gestion de la charge d'entraînement. Pas s'entraîner plus que ce qu'on peut s'entraîner. Et ça, c'est se connaître, c'est savoir quel est le volume et l'intensité, la charge qu'on peut assimiler. Et après, c'est simple, hein. C'est manger, donc manger autant que tu brûles, pas manger moins. C'est dormir les heures que tu peux. Tu dors combien d'heures par nuit, à peu près? Tu sais, entre 6-7 heures. 6-7 heures, ouais. 6-7 heures par nuit? Ouais. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai besoin. Non, avec 2 filles, c'est ce qu'on peut, ouais. Mais après aussi, c'est la gestion de stress pour moi. C'est aussi avoir une vie tranquille et tout. Et par exemple, les week-ends, quand on est avec les filles, je m'entraîne pas beaucoup. J'ai fait 1 heure samedi, 1 heure dimanche. Mais on passe du temps avec les filles. J'ai fait l'entraînement pendant toute la semaine. Donc comme ça, on reste pas trop stressé. Alors, j'ai continué un peu à fouiller tes entraînements, ton Strava, et j'ai remarqué que tu faisais des séances aussi typiques de pistards, hein, de coureurs de 10 km, comme des séries de 10 x 400 en nature. Alors, pour les amoureux des chiffres, 1,04, 30 secondes de récupération. Je précise que c'est en nature, hein, c'est pas sur piste. Hein. Non, c'est sur piste. Ah, là, c'est sur piste. On a une piste qui est à côté de la crèche des filles. Donc, mais normalement, ouais, j'ai fait les dimanches. Dimanche, en fait, comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai fait 10 fois 400. Ça, c'est juste les dernières 6 semaines avant une course. Mais ouais, j'ai fait normalement ça 10 fois 400. Pas blog, mais juste pour faire des récupérations. Ouais, c'est rapide, mais avec des courts récupérations. Et après, je vais courir un peu en montée. Ouais. Est-ce que tu penses justement qu'aujourd'hui, pour briller sur Ultra Trail à plus haut niveau, on ne peut plus avoir point fort? Il faut être bon en descente, il faut être bon en montée, il faut être très rapide sur le plat. Il faut être le plus complet possible parce que sinon, on ne peut plus exister parce que la densité, elle a explosé là, ces dernières années. Bon, je pense qu'on peut, quand même, sur la courte distance, il faut être un peu plus fort partout. Sur le long, je pense que sur le long, on ne va jamais très vite, en fait. Donc, même si tu n'es pas très bon à la montée ou très bon à la descente, ça ne pénalise pas. Et quand on voit ceux qui gagnent quand même, Jim, tu vois, toi, même François Daen, hein, il a beau dire c'est quand même un coureur très rapide. Vous êtes quand même des coureurs qui ont des vraies qualités de vitesse. Oui, mais ouais, je dirais, il faut des qualités, mais il ne faut pas être affouté comme on peut sur une course. Je pense qu'on a un peu plus de marge pour dire il faut être en forme, mais pas affouté au 100%. Alors justement, beaucoup d'athlètes utilisent Strava, non seulement pour partager leur entraînement, mais aussi pour suivre ceux des autres. Du coup, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de surenchère, où chacun tente un petit peu de surpasser l'autre en termes de volume et d'intensité? Tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on peut constater. On va regarder un peu ce que font les autres et ça peut nous faire aussi un peu culpabiliser. Toi, est-ce que aussi tu peux te servir, on a vu ton 40 km, est-ce que c'est pas un moyen aussi de dissuasion, de montrer aux autres que t'es de retour, t'es fort? Comment toi tu perçois un peu cet usage de Strava avec ses points forts et ses risques aussi? Ouais, je pense qu'il faut vraiment faire abstraction de ce qu'ils font les autres. Regarder, parce que c'est intéressant, je pense, d'un point de vue de connaître. Aussi, je suis surtout des gens qui sont autour de chez moi pour voir où il y a des bonnes conditions, si la grimpe sur ces sommets-là, ils sont déjà ouverts, s'il y a la neige ou pas. Mais je pense qu'il faut rester sur ton plan, rester sur tes acquis, sur ton plan et pas essayer de copier parce que là, c'est l'erreur le pire. Mais je vois bien, c'est un problème et pour beaucoup de monde, ça peut créer un stress de voir que des autres coureurs font un autre système et peut-être c'est pas le même que tu fais et ça peut stresser. Mais pour moi, l'idée, c'est être transparent avec ce que je fais et sans trop regarder ce qu'ils font les autres. Alors, je vais revenir un peu sur ce que tu nous as dit au début. Tu m'as dit, Guillaume, j'ai encore progressé. Tu vois, je me suis encore amélioré. Et justement, comment est-ce qu'au fil des années, tu as fait évoluer peut-être un petit peu ton entraînement pour rester au top niveau et même progresser, que ce soit en termes d'entraînement, de nutrition, de récupération? Est-ce que tu t'entraînes toujours comme en 2008 finalement? Ou qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as corrigé dans ton entraînement, dans ton planning?
Non, j'ai changé pas mal, mais je pense que c'est pas. J'ai changé aussi parce qu'en vieillissant aussi, on n'a pas la même récupération. Donc, je dois m'entraîner d'une autre façon, à récupérer mieux. Et d'un autre côté aussi, je pense que le volume que j'ai acquis pendant toutes ces années, ça me permet aujourd'hui de faire ce que j'ai fait. Donc, c'est année après année qu'on peut être un peu plus efficace parce qu'on a un peu plus de volume sur nous. Mais ouais, j'ai amélioré surtout, je pense, à être un peu plus précis à la façon de m'entraîner. Avant, j'ai sorti en montagne, j'allais juste faire des longs tours. Dès qu'on a des filles, on peut s'entraîner quand elles sont à la crèche. Donc, il faut être plus précis, faire plus d'intensité quelques jours. Puis, un peu moins de... Je dirais, pas moins de volume au fur de l'année, mais pas des très très longues sorties et bien faire attention plus à la nutrition et à la récupération. Si tu pouvais remonter 10 ans, allez, 15 ans même en arrière et donner un conseil au Kilian Jornet qui gagne l'UTMB en 2008 en termes d'entraînement, de récupération, de nutrition, qu'est-ce que tu lui dirais? Non, mais en fait, si je suis aujourd'hui ici, c'est parce que j'ai fait les choix que j'ai faits. Je pense que j'ai fait des erreurs, mais ces erreurs-là, ils m'ont permis d'apprendre, de me connaître. Et je pense que ça ne sert à rien de regarder en arrière. Ouais, mais comme ça, s'il y a une erreur que tu peux... C'est toujours enrichissant pour nous de savoir, tiens, j'aurais aimé peut-être savoir ça ou faire ça un peu plus tôt. Non, oui, je pense que j'aurais pu faire un entraînement un peu plus spécifique plus tôt. Mais aussi, à l'époque, j'ai fait beaucoup de compétitions. Donc, si j'aurais fait un entraînement plus précis, ça voudrait dire faire moins de courses comme j'ai fait aujourd'hui. Mais je n'aurais pas vécu le fait de faire beaucoup de courses toutes les semaines. Donc, c'est juste des méthodes différentes. Et j'ai profité les deux. Ouais. Alors, si on regarde ton UTMB 2022, beaucoup de gens remarquaient que tu avais utilisé des bâtons, alors que par le passé, tu semblais ne pas y recourir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a motivé ce changement de stratégie et puis si finalement, tu as vu une différence positive ou négative sur tes performances avec l'utilisation des bâtons? Oui, je sais pas, j'ai douté s'il les prendre ou pas, mais à la fin, je me suis dit, bon, je les prends comme ça, j'ai récupéré un peu dans les montées, à marcher, et récupérer un peu. C'était aussi fin saison pour moi, après une saison très chargée, ça faisait juste 10 jours de Cerzinal. Donc, j'ai dit, il faut quand même récupérer, essayer de récupérer un peu de force dans les montées, donc c'est pour ça que j'ai pris. Et tu les conserveras dans l'avenir? Ça dépend des projets ou des ultras. Je pense qu'il faut voir la stratégie de course, si on veut courir plus, si on veut marcher. Je pense que ça dépend un peu de la stratégie de course. Justement, alors en parlant de l'UTMB, est-ce que penses-tu que nous te reverrons un jour faire le tour du Mont Blanc ou est-ce que tu considères que tu as définitivement tourné la page avec cette course? Non, je pense que j'ai pas tourné la page sur aucune course ou rien de ça. Mais après, c'est une course que j'adore. Le parcours, il est tellement beau, l'ambiance qu'il y a. Et je pense que j'ai... peut-être que j'y retournerai une fois. Je ne sais pas en fait. Tu fermes pas la porte? Ouais, non, je ferme pas aucune porte à aucune course. Mais là, j'ai envie de faire... En fait, je regarde année en année qu'est-ce que je vais faire. Il y a des années où j'ai plus envie de faire des projets montagne, des années que j'ai plus envie de faire des courses courtes, de longues. Donc, je verrai année en année. Ouais. Alors justement, tu avais mentionné pour ta saison 2024 Zegama, Cerzinal là, en août prochain. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des petits indices sur ce que tu prépares ensuite? On parle d'une aventure off. Est-ce que tu envisages quand même de participer à un ultra? Il y a la Diagonale des Fous. Je sais qu'il y a beaucoup de passionnés qui rêvent de te revoir courir là-bas. Le peuple réunionnais, nous, à chaque fois qu'on y va, nous dit « Il revient quand, Kilian ?» Est-ce que tu vas... est-ce qu'on va te revoir sur Ultra et où ça? Pas cette année. Cette année, l'idée, c'est rester en Europe pour essayer de minimiser aussi l'impact écologique des voyages. Donc, je vais rester en Europe. Et après, je pense que le projet que je vais faire... ça va être dur. Je pense que ça... C'est lequel? Tu peux nous donner des petits indices quand même pour les auditeurs? Il faut un petit peu d'exclusivité. Vous verrez. Ce sera du off ou ce sera une course officielle? Non, c'est du off. C'est ce que j'ai expérimenté l'an dernier dans les Pyrénées.
ça m'a amené dans des limites qui étaient au-delà de ce que je pouvais penser et ça m'a ouvert des portes à l'imagination de qu'est-ce que c'est possible et j'ai envie de faire quelque chose qui m'amène à nouveau à revivre ces sensations. Et la Diagonale des Fous, est-ce que tu envisages de recourir là-bas? Peut-être une année, c'est un peu comme l'UTMB, c'est des courses qui sont mythiques, il y a une ambiance qui est incroyable. Donc pourquoi pas aussi il faut que je regarde aussi par rapport au voyage, c'est vrai par exemple cette année on reste en Europe, si d'autres années on veut aller dans d'autres continents, essayer de limiter les voyages une fois par année maxi, donc on verra dans l'avenir. Alors j'imagine que tu vois un peu sur la scène, on l'a vu sur le circuit trail, Golden Trail World Series, le niveau a explosé, sur l'ultra aussi. J'imagine que tu vas suivre un peu d'un œil ce qui va se passer cet été du côté de Chamonix. Et justement, moi j'ai une question, si tu devais parier 100 000 €, allez on va dire sur le vainqueur de l'UTMB 2024, sur quel athlète tu miserais? Qui tu penses qui peut se démarquer là cette année? Tes favoris? J'ai deux amis qui habitent à côté de chez moi, qui déjà ils sont à la Western et après ils vont à l'UTMB on s'entraîne ensemble tout le temps et j'aimerais beaucoup que soit John ou Peter il gagne et Dakota aussi si finalement il va aussi c'est des mecs qui sont top, donc ouais j'ai vu sur l'un des trois, ouais. D'accord. Kylian, c'est vraiment très cool. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps parce que tu as attendu pour la cérémonie protocolaire. En guise de conclusion, quel message aimerais-tu adresser peut-être à tous les jeunes trailers qui aspirent à atteindre les sommets comme toi? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, je ne sais pas si tu l'as remarqué, qui se lancent sur trail. Il y a quelques années, c'est vrai que c'était un peu plus vieillissant, mais là, on voit de plus en plus de jeunes. Quel conseil tu leur donnerais? Quelle valeur penses-tu être la plus importante à cultiver dans ce sport qu'est le trail running? Je pense que c'est la patience. On vit dans un monde qui est très vite, qu'on vit sur des informations qui nous amènent à droite, à gauche. On n'a pas une direction qui est à long terme. Et je pense qu'être patient, ça nous permet d'acquérir les connaissances, le volume, les capacités pour s'améliorer, pour connaître dans le futur. Et je pense que c'est ça, c'est la consistance. La consistance vient de la patience. Et être patient et être ouvert à apprendre, toujours vouloir apprendre, c'est les deux choses qui permettent aux athlètes d'aller loin et d'aller loin bien. Merci infiniment Kylian d'avoir pris quelques instants pour nous accorder cette petite entretien en exclusivité pour les auditeurs dans la tête d'un coureur. On se retrouve du coup peut-être au mois d'août du côté de la Suisse. Et puis voilà, pourquoi pas sur tes futurs projets. Je te dis à très bientôt, merci encore et à très vite. Merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Un grand merci à Iron et à Normal d'avoir organisé un peu cet événement, cet échange, d'avoir rendu tout ça possible parce que c'est grâce à eux. On se retrouve dès lundi prochain pour une émission spéciale à la Maxi Race où la course s'annonce exceptionnelle avec quasiment les meilleurs ultra-trailers français sur la distance. Bref, ça va, là on va enchaîner les performances spectaculaires. J'ai hâte d'y être. À lundi prochain.